Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Lacharme. Mon invité aujourd'hui est Jean-Paul Mercier, qui se spécialise dans l'enseignement des premiers soins tactiques. Il a été directeur de la sécurité hôtelière et directeur des opérations pour une entreprise de convoyage de biens de valeur. Cet épisode sera fort intéressant car nous allons explorer le milieu de la sécurité hôtelière et celui du convoyage de biens de valeur. Monsieur Mercier, bienvenue à Parlons Sécurité. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Donc, lorsqu'on parle de convoyage de biens de valeur, les agents de sécurité n'ayant pas nécessairement évolué dans ce milieu ont tendance à dire je ne ferai jamais ça, je ne veux pas risquer ma vie, ça ne fait pas assez cher. Donc, qu'avez-vous à dire là-dessus? C'est vrai que les agents de convoyage de biens de valeur ne sont pas payés énormément par rapport à un emploi dans la sécurité, gardiennage ou autre. Hey, bonjour les agents de sécurité du Québec. J'interromps la vidéo 30 petites secondes juste pour vous demander de commenter ou liker ou partager cette vidéo. Faire ça, ça va vraiment nous aider à battre l'algorithme de YouTube puis à faire en sorte que la vidéo soit diffusée à plus d'agents de sécurité. Donc, s'il vous plaît, likez, commentez ou partagez. J'apprécie beaucoup. De retour à Parlons Sécurité. Moi, j'étais curieux. J'ai fait ça chez Garda pour commencer. Donc, très, très bonne formation chez Garda. Je n'ai rien à dire contre la formation, les formateurs. C'était excellent. Pendant à peu près 1 an. Ensuite, j'ai des connaissances qui m'ont dit il y a des amis à nous qui démarrent une compagnie de convoyage de biens de valeur. J'aurais besoin de quelqu'un pour les aider à structurer leur entreprise. Je les ai contactés, puis j'ai été nommé rapidement directeur des opérations. J'ai été là pendant à peu près 7 ans. Ensuite, j'ai pris ma retraite en 2020. Donc, c'est vrai que c'est pas payant, on l'a dit. Maintenant, si les gens, des fois, ils ont envie d'avoir un petit peu d'adrénaline. Hein? On travaille avec armée. La formation est très poussée à ce niveau-là. On a des formations sur l'usage de la force, mais particulier, oups, c'est moi qui fais ça, mais particulier à l'emploi de la force dans un contexte où on est armé. Il faut évidemment avoir un permis de possession-acquisition d'armes à feu à autorisation restreinte pour commencer, un permis de conduire. On nous apprend, on nous donne une classe 3. On fait une formation pour avoir une classe 3 là, pour pouvoir conduire des blindés. Et voilà. Alors donc, ceux qui veulent avoir un petit peu d'adrénaline dans leur vie, c'est un métier à considérer. OK, très bien. Et puis, si on vient au salaire, en fait, selon vous, qu'est-ce qui serait juste comme salaire attribué à ce milieu-là, selon vous? Ben, il y a des compagnies qui payent assez rapidement jusqu'à 26-27 $. Je suis un peu retiré, alors ça peut-être que ça a commencé à grimper. Compte tenu de ce que les entreprises chargent à leurs clients, ça pourrait être un petit peu plus. Là. Je pense que ça pourrait être facilement grimpé, commencer à 30 $. Après 6 mois de stage, d'analyse, les patrons voient comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce si on est bon, pas bon, etc. Ça pourrait commencer à 30 $, étant donné ce que chargent à leurs clients. Là. Ils font un petit peu moins OK. d'argent, mais il y aurait plus de rétention parce qu'il y a énormément de gens qui quittent. C'est pour ça que sur les camions des compagnies, c'est marqué « Nous recrutons ». C'est imprimé, c'est permanent. Alors, il y a beaucoup de... C'est comme une usine, les convoyages de biens de valeur parce que les gens font la formation. Il y a des gens qui sont là, qui quittent même pendant la formation, qui s'aperçoivent que c'est vraiment pas pour eux. Il y a des gens qui quittent très rapidement dans les premières semaines. C'est pour ça que les entreprises, là, on les connaît, là, les grosses entreprises, ils recrutent sans arrêt, ils forment des gens parce qu'ils n'arrivent pas à retenir leur personnel. Et des fois, c'est un emploi qui n'est pas nécessairement... Moi, quand j'étais chez Arca, c'était différent, là, mais des fois, ça peut être un emploi qui est un peu routinier. Et la routine, au niveau de la sécurité, c'est un grand danger parce que ça rend les gens moins précautionneux. Voilà. OK. Donc, en fait, revenons au début pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Donc, qu'est-ce que le convoyage de biens de valeur?
Le convoyage de biens de valeur, c'est un des secteurs qui est contrôlé, assujetti à la loi sur la sécurité privée, là, le Bureau de la sécurité privée, le BSP. C'est un des secteurs que cet organisme-là contrôle. Et en gros, c'est transporter n'importe quoi qui est considéré comme un bien de valeur par le client. Alors, évidemment, dans bien des cas, c'est de l'argent, en papier ou en monnaie. Ça peut être aussi des titres de valeur, ça pourrait être des plans architecturaux, ça pourrait être des tableaux, des peintures, des bijoux, etc. C'est tout ce que le client évalue comme de la valeur pour lui ou pour elle, là. Donc, nous, on ne pose pas des questions, est-ce que ça a de la valeur ou pas? Il faut que ça soit légal, évidemment, là. Mais c'est pas au directeur des opérations, dans mon cas, à dire on va le transporter ou pas. C'est est-ce qu'on nous paye pour? Oui. Alors, c'est légal? Oui. Alors, on va le transporter. Alors, on peut faire du transport dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut aller porter des biens de valeur à une entreprise. On peut aller chercher aussi des biens de valeur à cette entreprise-là et la livrer à quelqu'un d'autre ou à une autre entreprise. Donc, en gros, c'est ça. Okay. Les biens de valeur, c'est des biens qui sont considérés comme importants par le client qui nous paye. En gros, c'est ça. Excellent, c'est très clair, merci. Et puis maintenant, parlons des positions occupées par les agents qui travaillent dans ce secteur. Ils sont habituellement en équipe de 2, c'est bien ça? Ou sont... Ça peut être 2, ça peut être 3. Il peut y avoir aussi des escortes. Donc, il peut y avoir 2 ou 3 dans le camion blindé. Il pourrait y avoir aussi des escortes en avant et en arrière. OK, OK. Très bien. Et généralement, dans un blindé, il va y avoir 2 personnes. Souvent, c'est 2 personnes. OK. Puis, donc, j'imagine que les tâches du conducteur doivent varier de celles du passager. Donc, quelles sont leurs tâches une fois dans le véhicule et une fois sorti du véhicule? Bien, comme convoyeur de biens de valeur, on est formé pour faire à peu près n'importe quoi au niveau des tâches, c'est-à-dire conduire un véhicule blindé ou un véhicule de patrouille, faire de l'escorte. On est toujours armé de toute façon, là, comme chauffeur ou comme passager. Mais le passager va être le garde du chauffeur. Le chauffeur va être le garde de son passager. Et il y a celui qui est le passager, là, qui est tout simplement, c'est la personne qui va faire la livraison de colis. Alors, aller porter ou aller chercher un colis. Alors, c'est ça, ce sont les tâches. Mais tout le monde peut faire les tâches de tout le monde. Il n'y a pas de quelqu'un qui est spécialisé en chauffer, puis quelqu'un qui est spécialisé en transport de valeur. OK, très bien. Il y a des gens qui vont préférer, qui sont encore une permanence dans certaines entreprises, puis qui vont dire, moi, j'ai de l'ancienneté, puis je veux juste être chauffeur. Mais sinon, les gens sont formés pour faire à peu près tout dans cet univers-là. OK, c'est très bien. Donc, il y a des rotations pour garder tout le monde frais, je suppose. Voilà. Quand j'étais chez Arca, j'ai tout fait. Quand j'étais chez Arca, j'étais chauffeur, j'ai été messager. Donc, c'est moi qui transportais de l'argent. Alors, je peux faire de l'escorte aussi, c'est-à-dire qu'on est en arrière du blindé. On s'en va à des endroits dont la sécurité est peut-être pourrait être compromise. Alors, il va y avoir quelqu'un comme escorte qui va escorter le blindé et qui va rester sur place pour surveiller s'il n'y a pas un délinquant autour qui voudrait faire des choses méchantes. Des choses pas gentilles. C'est ça. En parlant justement de choses pas gentilles, je parlais justement, en fait, ben, c'est là que je vous ai agrippé sur Instagram. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui a mentionné que, tu sais, parfois, il fallait dealer justement avec des gens qui, comment je pourrais dire, Des épais. c'est ça, on vous l'avait dit, là. Qui faisaient des jokes avec ça, avec la situation. Donc, j'imagine que ça vous est arrivé aussi. Ça nous arrive. On ne sait jamais les gens qui veulent se faire un blindé, là, qui voudraient voler un blindé, qui voudraient voler des gardes. On ne sait jamais. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ce n'est pas écrit dans leur front, je vais vous dévaliser.
On ne sait jamais à qui on a affaire. Donc, quand on est dans le blindé, généralement, on est assez sécure. Il ne peut pas nous arriver grand-chose. C'est pas comme dans les vues. C'est sécuritaire. Quand on est chez le client, c'est à peu près sécuritaire. C'est entre les deux, entre le blindé puis le client, le local du client. C'est là que ça peut nous arriver des choses pas tellement plaisantes. Alors, on ne sait jamais qui peut nous surveiller. Alors, il faut toujours avoir de l'air très attentif à ce qu'on fait, parce que si on a de l'air endormi, pendant qu'on se rend chez le client, on jase ensemble, c'est là qu'on va se faire attraper. Les gens vont dire, ah, eux autres, c'est le noyau faible, c'est le maillon faible de cette entreprise-là, c'est eux autres qu'on va voler. Mais s'ils nous voient deux personnes, on a de l'air comme, moi, quand je sortais du camion, quand je rentrais du camion, je n'étais pas comme, oh, c'est le fun. J'avais de l'air de, premièrement, on est tout habillé en noir, on a des vestes pare-balles, on est bien armés. Notre entreprise, Arca, on avait le bâton télescopique, des menottes, etc. On a de l'air méchant. C'est voulu. On ne veut pas que les gens nous prennent pour leurs petits amis. Là. On est là pour faire un job, on ne va pas se faire attaquer, on ne va pas être blessé, on ne va pas être tué, on ne va pas qu'il arrive non plus à personne d'autre, parce qu'on pourrait se faire attaquer, puis dans le processus, il pourrait y avoir des victimes innocentes. Alors, il faut vraiment être très attentif à ce qu'on fait. Donc, c'est ça. Il y a des gens, des fois, qui vont nous tester. Ils vont s'accoter sur notre blindé avec le téléphone, puis on est obligé de leur dire décampez, s'il vous plaît. Là, il faut faire attention. Est-ce qu'on va être une cible dans 5 minutes, dans 1 heure? Est-ce qu'on va nous suivre après? Est-ce qu'il y a d'autres mondes autour? Il faut vraiment surveiller vraiment nos arrières. Alors là, on commence à être un petit peu nerveux. Et ça va arriver à l'occasion. Il y a des gardes armés qui vont sortir leurs armes de leur étui et puis pas pointer, mais ils vont dire excuse-moi, là, mais regarde. Alors là, les gens font OK, parfait, puis ils s'en vont. Okay. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai déjà pointé mon arme à un moment donné sur des gens parce que j'avais l'impression qu'ils se préparaient à un coup. J'aurais juste montré comme ça que j'avais une arme à feu. J'étais dans mon véhicule. Puis ils sont partis. Alors, est-ce qu'ils voulaient nous voler? Je ne sais pas. Je n'ai pas pris de chance. Ils sont partis. Je suis rentré chez moi après la journée d'ouvrage. C'était très, très agréable d'avoir fait une belle journée sans incident. Oui, OK, je comprends. OK, excellent. Bien, merci pour cette information. Quel pouvoir les agents de transport de biens de valeur détiennent-ils? De plus que, mettons, un agent de sécurité, j'imagine, bon, il y a un arme, mais quels autres pouvoirs détiennent-ils? On n'a pas plus de pouvoir qu'un agent de sécurité, qui n'a pas plus de pouvoir qu'un citoyen ordinaire. On a des pouvoirs d'arrestation que le Code criminel donne à tout le monde. Les policiers et les agents de la paix ont des pouvoirs différents. Les fonctionnaires publics aussi ont des pouvoirs différents. Mais même si on est armé, on n'a pas plus de pouvoir que personne d'autre. Évidemment, on est assujetti à des sections bien particulières de la loi sur les armes à feu. On peut utiliser notre arme à feu, mais dans des conditions tout à fait spécifiques. Là. On ne peut pas commencer à tirer en l'air, puis c'est pas un film, c'est pas un western. Mais on n'a pas plus de pouvoir. Je dirais qu'on a plus d'obligations, parce qu'on travaille armé, on se promène dans le public. Alors, il faut faire attention. On a plus de responsabilités qu'un agent ordinaire qui n'a pas d'arme à feu, évidemment. Mais on n'a pas plus de pouvoir. OK, très bien. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avancement? Donc, lorsqu'on passe, c'est ça, est-ce qu'il y a des possibilités de graduer, de monter dans la hiérarchie dans ce milieu-là? C'est comme dans n'importe quel milieu, sécurité ou autrement. Là. Je dis, les gens qui font bien leur ouvrage, qui sont on fait du service à la clientèle, là. On offre un service particulier. Là. Moi, dans mon cas, ça a été assez rapide. J'ai travaillé 1 an chez Garda à faire plein d'affaires. Puis, je suis passé de garde ordinaire, on va dire, là, chez Garda à directeur des opérations chez Arca. Évidemment, c'est particulier à ma formation et à mon parcours professionnel. Là.
j'ai rencontré les propriétaires, puis au bout de 3 heures de conversation, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup d'affinités. Je parle des gens d'Arca. Et puis à ce moment-là, je n'ai pas commencé à la base. J'ai été tout de suite chargé comme directeur des opérations. Ça a pris à peu près 6 mois avant qu'on envoie du monde sur la route. Moi, j'ai été un des premiers à aller sur la route. Je dirais en fait le premier à aller sur la route. Donc, j'avais eu comme tâche de préparer tous les différents rapports, les différents manuels d'opération. Donc, voilà. Alors, j'étais là au bon moment. Des fois dans la vie, au niveau des promotions, ça peut être le hasard qui fait que il est arrivé quelque chose, paf, on saute. C'est une opportunité, puis on peut au niveau des possibilités d'avancement, ben, les gens peuvent devenir dans les grosses entreprises, peuvent devenir superviseurs, peuvent monter peuvent devenir directeur de compte, etc. Là. Ça dépend, parce qu'on va dire qu'il y a deux grandes compagnies, puis il y a quelques petites compagnies qui gravitent autour. Là. Alors, ça dépend. Les opportunités sont là. Des fois, il faut les saisir rapidement, parce que si on est plusieurs à vouloir gravir des échelons, ben, c'est le premier qui est le plus rapide qui va saisir l'opportunité. Les autres vont faire « Moses, j'ai manqué mon... » J'aurais donc dit. Excellent. Et des puis, fois, il ne faut pas hésiter. Hein? Ah ouais, ben, tout le temps. Moi, je suis quelqu'un qui est très rapide sur mes décisions. Quand je prends une décision, j'y vais à fond. Si je me suis trompée, je me suis trompée. Au moins, je vais le savoir vite. J'attends pas, puis je vais pas dormir là-dessus. Ben, ça, c'est propre à moi, mais c'est ça. Les opportunités qui se présentent, il faut les saisir tout de suite, selon moi. Puis si on s'est trompé, on dealera avec plus tard. C'est ça. Il faut être vite sur la gâchette. Exact. On dit pas gâchette, on dit une détente. Donc, il faut être rapide sur la détente, mais une détente différente de ce qu'on va retrouver sur une arme à feu, évidemment. Excellent. C'est un beau jeu de mots, hein? Merci beaucoup. Et puis, donc, vous m'avez parlé des formations un petit peu en introduction. Donc, allons-y dans ce sujet-là. Quelles sont les formations pour devenir agent de convoyage de biens de valeur? À la base, il faut avoir suivi un cours de sécurité dans le maniement des armes à feu à autorisation restreinte. C'est obligatoire. Il n'y a pas une entreprise qui va engager quelqu'un qui n'a pas au moins ça ou qui n'est pas prête à faire rapidement une demande. Puis pour faire une demande pour avoir un permis de possession, un PPA qu'on appelle, c'est une petite carte qui nous permet d'acheter des armes à feu, d'acheter des munitions et de travailler aussi dans le convoyage de biens de valeur. C'est une formation de 2 jours, c'est pas énorme, mais même les Américains ne font pas ça. Donc, il faut avoir cette formation-là. Ensuite, ce sont les entreprises de convoyage de biens de valeur qui forment leurs jeunes. Ça commence tout de suite. Il y a 3 jours de formation sur les armes à feu. Alors, si les gens ne sont pas capables de se qualifier au niveau du tir à la cible, ils ne vont pas continuer à faire d'autres formations. Ils vont être éliminés en partant. Il y a des gens qui se trouvent devant une cible en carton, qui tremblent comme ça. Alors, évidemment, les instructeurs essaient de les calmer, mais si ça continue comme ça devant la cible, ils vont dire « Je suis désolé, mais tu ne peux pas faire ce job-là, parce que quelqu'un qui tremble devant une cible en carton, il peut être dangereux même pour lui-même et pour les autres. Alors, il va être éliminé en partant. Donc, il y a une formation à ce niveau-là. Et il y a différentes formations là, au niveau de l'usage de la force. Il y a beaucoup de mises en situation extrêmement réalistes avec des comédiens. Là, ça dure une couple de jours, ça aussi. Donc, on est en entraînement, là, alors avec des fausses armes. Là. Donc, on peut s'en servir, on peut tirer sur les comédiens. Moi, j'ai tué 3 personnes et j'étais justifié. Je dois dire que j'étais justifié. On sort notre arme, on tire comme ça n'importe qui. Il y a toutes sortes d'événements qui arrivent. Puis là, à ce moment-là, dans la mise en situation, est-ce qu'on est justifié ou pas pour tirer? Il y a des gens qui n'ont pas voulu tirer. Puis à la fin du scénario, on leur disait « T'es mort. T'es mort parce que tu n'as pas tiré au bon moment. » Il ne faut pas hésiter. Hein. Quand on fait ce métier-là, il faut être
je dirais qu'il faut être prêt à utiliser notre arme. Si on n'est pas prêt, ben, on risque d'être blessé, on risque de mourir, puis nos camarades avec qui on travaille risquent d'être blessés, risquent de mourir. Alors, il faut pas être hurluberlu, là. Il ne faut pas être comme inconscient de dire, ouh, ça va être le fun, me tirer en l'air, puis c'est pas un film, c'est pas un western. Mais donc, c'est ça. En gros, la formation. Et aussi, il y a une formation qui est donnée pour avoir une classe 3 pour pouvoir conduire des blindés. Alors, c'est une formation qui peut durer plusieurs semaines. Il y a aussi des formations avec des agents qui sont expérimentés. Donc, on fait à peu près tous les types d'ouvrages, toutes les possibilités de ce métier-là, conduire, être messager, être garde, etc. Toutes les mesures de précaution qu'on doit prendre, qui on doit surveiller, etc., etc. Donc, ça peut durer quelques semaines. Ensuite, on nous envoie sur la route. Alors, OK. voilà. Très bien. Bon, ben, merci pour cette précision. Et puis, ouais, donc, s'il y a des agents qui ça leur intéresse de faire ce métier, inscrivez-les dans les commentaires. On va mettre de l'information aussi dans la description. Donc, merci encore pour ces réponses. Monsieur Mercier, cher auditoire, bougez pas. On va prendre une petite pause de 45 à 60 secondes. On va revenir après la pause avec Monsieur Mercier qui va nous parler des agents de sécurité dans le milieu de sécurité hôtelière. Donc, bougez pas, à tout de suite. Trop d'agents de sécurité ont débuté leur carrière sans vraiment savoir ce qui les attendait ni savoir où chercher de l'emploi. Tout ce dont ils avaient besoin était d'être conseillés ou orientés dans la bonne direction. C'est pour cela que Site Emploi Discat Database a été créé. Depuis 2019, Graziella Charles, propriétaire de Discat Database, a fondé un site d'emploi réservé aux agents de sécurité du Québec. Son équipe et elle sont dévouées à trouver les meilleures offres d'emploi du domaine de la sécurité présentées aux usagers de Discat Database. Cette entreprise qui a une connaissance approfondie de l'industrie de la sécurité devrait être la seule avec qui les agents de sécurité devraient faire affaire lorsqu'ils recherchent de l'emploi. En plus du site d'emploi, Graziella offre aux agents de sécurité un service d'orientation de carrière qui leur permet de bien comprendre les différents milieux du domaine de la sécurité. Le service d'orientation sert aussi à permettre aux agents de cibler leurs recherches et de postuler pour les offres d'emploi souhaitées. Pour savoir comment accéder à une banque d'offres d'emploi ou pour bénéficier d'un service d'orientation de carrière, rendez-vous au 10-4database.com. Le 10-4database.com pour prendre votre carrière en main. Nous sommes de retour à Parlons sécurité avec mon invité Jean-Paul Mercier qui nous a donné beaucoup d'informations sur le milieu du convoyage de biens de valeur. Donc, maintenant, j'aimerais parler de la sécurité hôtelière, qui est un milieu très différent de ce dont nous venons de parler, bien évidemment. Donc, Monsieur Mercier, vous qui avez une expérience là-dedans, parlez-nous de ce milieu en parlant des différentes positions et tâches occupées par ces agents. OK. Encore une fois, j'ai été chanceux. J'ai été promu rapidement directeur de la sécurité hôtelière. Pour faire une parenthèse, j'avais fait la formation de 840 heures à Grasset, donc pendant 8 mois. C'était avant l'arrivée du BSP. Donc, on allait directement à la Sûreté du Québec. On faisait une enquête rapide sur nous autres. Si on avait un dossier criminel, les gens qui sont en sécurité sont au courant du processus. Donc, on nous remettait notre carte, puis voilà. Donc, pendant mes études, j'ai été engagé par plusieurs compagnies pour faire un paquet d'affaires, dont travailler dans l'hôtellerie. J'étais détective de magasin, j'ai fait à peu près tout ce qu'il y a à faire dans la sécurité, des fois une fin de semaine, des fois 3-4 jours, ça dépendait, des nuits de jour, d'après-midi, etc. Donc, à un moment donné, je faisais de la sécurité publique. J'avais été rencontrer plusieurs agences. J'avais donné mon nom à plusieurs agences pour lesquelles j'avais déjà travaillé. Et donc, je faisais de la sécurité publique à Saint-Rémy-de-Napierville. Et à un moment donné, il y a quelqu'un chez Garda qui m'a appelé. Je faisais ça, j'étais là, sécurité publique pendant à peu près 2 mois, l'été 2010. Donc, il y a quelqu'un de Garda qui m'appelle et il dit, on cherche un directeur de sécurité hôtelière. L'hôtel Intercontinental, à l'époque, c'était un 5 étoiles. Alors, j'ai fait, oui, d'accord, ça m'intéresse. Je ne peux pas dire, non, vraiment, je vais y penser. Non, ça m'intéresse, bien sûr. J'ai rencontré le directeur de compte et un des grands patrons chez
chez Garda, qui est un ami intime du directeur des opérations de l'hôtel Intercontinental. Alors, c'était juste une rencontre. Là. Il a regardé mon CV, a posé une couple de questions, on a jasé un peu en anglais, puis il a fait parfait. Alors là, on a pitché à l'hôtel. J'ai rencontré le directeur de la sécurité à l'hôtel à ce moment-là. Puis pendant à peu près une semaine, j'ai été formé par lui. C'était en gros beaucoup comment me retrouver dans l'hôtel, parce que 26 étages, c'est relié, l'hôtel Intercontinental est relié au Centre de commerce mondial. Donc, c'est tout un univers. Donc, où je trouvais les petites affaires, où est-ce qu'on peut, les petits coins, les petits secrets, les petits trucs qu'on peut retrouver dans l'hôtel. Et puis, voilà, au bout d'une semaine, paf, j'ai commencé à travailler comme directeur de la sécurité hôtelière. Oui? Oui, je vous écoute. OK. Donc, évidemment, moi, j'étais directeur de la sécurité hôtelière et il y avait aussi des agents qui étaient là pour travailler soit en même temps que moi, soit après moi, soit avant moi. Donc, donc c'est ça. Un directeur de la sécurité hôtelière, ben, il fait, comme je dirais, comme tous les agents. Le directeur de la sécurité hôtelière fait peut-être un petit peu plus que les autres agents. Là. Mais on touche à tout. Moi, quand je donne des cours à des futurs agents de sécurité en gardiennage, je leur dis, si vous avez une chance de vous placer, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, de vous placer dans l'hôtellerie, faites-le. C'est un milieu très dynamique. Il se passe de tout. Il y a des vols, il y a des fraudes, le service à la clientèle, évidemment, bien important. Il y a des exercices incendie régulièrement. Il se passe 1 million d'affaires dans le secteur de l'hôtellerie. Et en plus, les hôtels fournissent les repas. Ça n'a l'air de rien, mais on mange très bien et c'est gratuit. Quand on travaille dans un hôtel, le personnel, y compris les agents de sécurité, il y a une cafétéria, en tout cas à l'hôtel Intercontinental, il y avait une cafétéria pour des employés, une belle grande cafétéria, et on mangeait canard à l'orange, pas de problème, on mangeait numéro 1. Donc, c'est un plus pour quelqu'un. Et en plus, nos uniformes sont lavés, nettoyés, repassés gratuitement. Alors, moi, j'avais plusieurs habits, donc je changeais régulièrement. Là. On a des vestiaires, il y avait des douches, le savon est fourni, les serviettes sont fournies. On peut arriver d'avoir fait notre jogging, on saute dans la douche, on change, puis on peut se raser, puis paf. Donc, moi, c'est un milieu que je recommande. Des agents de sécurité qui veulent qui veulent apprendre et faire plein de choses différentes. L'hôtellerie, c'est extraordinaire pour ça. Très bien. Et puis, si on peut juste revenir au positionnement, donc, c'est quoi les agents, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Est-ce qu'ils patrouillent? Est-ce qu'ils restent à la réception? Ils ouvrent la porte? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Les agents de sécurité dans le milieu hôtelier sont très mobiles. C'est pas. S'il y a il arrive des événements où, je ne sais pas moi, il va y avoir une fête. À l'hôtel Intercontinental, il y avait beaucoup de salons banquets, des fois des petits salons banquets, d'autres qui peuvent accueillir des centaines de personnes. Donc, on va engager à ce moment-là des agents temporaires. C'est-à-dire, ils ne sont pas obligés d'avoir une connaissance exhaustive de l'hôtel. On les amène à un poste. On leur dit, c'est ici que tu vas rester pendant X heures, la salle de bain est là, etc., etc. Il y a quelqu'un qui va venir te relayer pour les pauses, pour aller manger, etc. Mais donc, c'est ça. Alors, les gens qui travaillent dans l'hôtellerie, les agents de sécurité, se promènent beaucoup, peuvent être affectés. Dans le cas de l'hôtel, on avait 63 caméras. Donc, il y avait un écran géant dans le bureau de la sécurité. Donc, on avait accès aux caméras. Si quelqu'un nous appelait, disait, il se passe telle affaire à tel endroit, c'était facile d'aller voir sur notre écran, d'agrandir l'image, puis de dire, ah, c'est là, j'arrive. Alors, on fait de tout. On fait de tout. La patrouille, des enquêtes. On avait un bar, on avait un restaurant, on avait un salon VIP, etc. Donc, ça peut être des choses insignifiantes comme dans l'hôtel, dans les chambres, il y a en gros 2 catégories de clients. D'invités. Ce sont des invités dans l'hôtellerie. Les gens qui sont là viennent travailler, ils se couchent de bonne heure, puis
ils se lèvent de bonne heure. Puis, tu en as d'autres qui sont là pour avoir du fun. Alors, ils peuvent se coucher tard, puis se lever tard, puis faire du bruit. Alors, il peut y avoir des petits conflits entre ces gens-là, surtout quand les chambres sont l'une à côté de l'autre. Alors, entre autres, notre tâche, on se fait appeler très rapidement, là. Notre tâche comme agent de sécurité, c'est d'aller cogner à la porte où il y a pas mal de bruit, puis de dire bonjour, je m'appelle Jean-Paul, je suis directeur de la sécurité ou je suis un agent de sécurité ici. Est-ce que je peux vous aider? C'est un petit peu bruyant, etc., etc. Donc, il faut amener les gens à faire des compromis de part et d'autre. Des fois, il faut dire aux gens qui sont dans la chambre et qui veulent se reposer, ben, on a essayé, on va faire baisser le bruit, mais il va peut-être en avoir un petit peu. Ils vont dire, au lieu d'arrêter à 3 heures du matin, ils vont arrêter à 11 heures. Est-ce que ça peut vous convenir, etc., etc. Il peut y avoir plein de choses. Évidemment, c'est plus le fun quand il y a c'est plate pour les autres. Mais comme agent, s'il y a des vols, des fraudes, etc., ben là, on fait des enquêtes. C'est pas c'est pas un mandat qui est confié à des gens qui ont un permis d'investigation, comme agent avec un permis de gardiennage dans l'hôtellerie. On peut faire des enquêtes très approfondies sur plein de vols. Alors, voilà. Ah, et c'est moi, quelque chose que je savais pas. Oui. oui, et je dois dire que j'ai très rapidement, le premier mois que j'étais là, j'ai travaillé avec les services secrets américains parce qu'on avait de la visite de Mme Napolitano, qui à l'époque était la responsable de la sécurité, Homeland Security, donc les douanes, le FBI, etc. Les services secrets, évidemment. Alors, ça, c'était bien le fun. Je suis en train de préparer d'ailleurs une formation. Je vais voir si ça va être accepté à l'école Gérard Filion. C'est une formation intensive là, en 4 soirées sur des gens qui voudraient travailler comme garde du corps en protection rapprochée. Alors, il y a beaucoup d'exemples, évidemment, tirés de mon expérience à l'hôtellerie. Mais sinon, j'ai travaillé avec la police de Montréal, la Sûreté du Québec, la GRC, des services de sécurité étrangers, gouvernementaux, privés, etc. C'était bien le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir pendant des années que j'étais directeur de la sécurité là. Excellent. Donc, j'imagine que vous avez fait des contacts aussi. Ça sert à ça, travailler dans le public, c'est se faire des contacts. Parce que dans le milieu de la sécurité, souvent, les agents, en tout cas, moi, dans ma carrière, j'ai toujours profité du fait que j'étais en contact avec d'autres gens, justement, pour me faire des contacts, pour faire avancer ma carrière, pour me faire connaître. Donc, des fois, il y a des temps morts là, dans ce domaine-là. Donc, aussi bien mieux de l'utiliser à quelque part. Hein. Oui, mais dans l'hôtellerie, il y a généralement toujours quelque chose à faire. Il y a des périodes où on est plus occupé que d'autres, évidemment. Quand l'hôtel, je veux dire, au mois de janvier, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'hôtellerie à Montréal. Mais il y a des périodes de l'année où, quand il y a des festivals, quand il y a les courses de formules, il n'y en a pas eu, ça coupait un peu, là, mais des championnats de tennis, etc., là, il peut y avoir beaucoup de monde dans un hôtel. Hein. C'est 7 jours par semaine. C'est comme un moulin, un hôtel. Hein. 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Toujours du monde. Il y a toujours quelque chose à faire. Voilà. Parfait. Et puis, ma prochaine question, en fait, c'est un petit comparatif avec la présence d'un agent dans un bâtiment résidentiel puis dans un bâtiment résidentiel comme mettons, un immeuble à condo et dans le secteur de l'hôtellerie. Est-ce que les agents de sécurité qui sont dans la sécurité hôtelière, est-ce qu'ils sont responsables du bâtiment en soi ou leur tâche, c'est de s'occuper de la clientèle? Donc, par exemple, disons, comme un agent de sécurité qui est dans un immeuble à condo, ben, il va visiter les salles de gicleurs, la salle électrique, il va comme visiter. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans l'hôtellerie, comment ça se déroule à ce niveau? Exactement la même chose. OK. Exactement la même chose, oui. Évidemment, il y a des services d'entretien. Alors, ce n'est pas nous autres qui allons faire l'entretien sur les équipements. Sauf que si on voit des choses pendant nos rondes, qu'on voit, qu'on entend, qu'on sent, des bruits étranges, tout ça, ça va être, on va avertir les gens qui sont responsables de l'entretien pour leur dire qu'il y a un problème là. Mais oui, on doit voir toutes les mesures d'urgence. On est des préventionnistes, là. Alors, il faut voir, moi, je pense d'ailleurs, la sécurité, c'est beaucoup la prévention. On ne veut pas qu'il arrive des choses qui pourraient causer des accidents, des blessures. Hein. Alors,
Donc, voilà, on a les mêmes responsabilités. Je ne sais pas si dans les agents de sécurité qui travaillent dans des condos vont être responsables des exercices incendie. Dans l'hôtellerie, on est responsable. Puis au moins une fois par année. Dans l'hôtellerie, parce que Intercontinental, c'est gros, là, c'est vraiment gros. Nos documents d'opérationnel, c'est à peu près il y en avait un méchant paquet. On m'a d'ailleurs envoyé aux États-Unis pendant plusieurs jours pour suivre des formations avancées, là. Mais bref, c'est ça. On est, quand il y a des exercices incendies, 2 fois par année, dans le cas de l'Intercontinental, bien évidemment, il faut avertir les pompiers qu'on va déclencher une alarme à tel jour, telle heure, de ne pas venir, parce que si on ne les avertit pas, ils vont venir, puis ils ne sont pas contents parce que c'est un exercice. Puis là, c'est comme si le feu était pris en quelque part. Là, les gens sont obligés de sortir. Des fois, c'est un peu plate parce que là, il fallait faire le tour des bureaux. Les bureaux, tout le monde était averti que c'était un exercice. Il y a des gens qui disent, ben, je ne vais pas sortir, c'est juste un exercice. Alors là, il faut envoyer des agents et leur dire, non, il faut. Les gens disent, ouais, mais je suis au téléphone. Non, il faut sortir. Pogne ton sac à main, puis il faut sortir. C'est un exercice parce que on a la liste des employés, du personnel, puis il peut y avoir plusieurs lieux de rencontre. Et puis, donc, là, il manque 8 personnes. Ben, même si c'est un exercice, les gens sont obligés de sortir. Puis en plus, les gens, mettons qu'il nous manque 2, 3 personnes. Est-ce que c'est parce qu'ils sont restés dans leur bureau ou en descendant les escaliers, ils sont tombés, puis ils sont foulés d'un pied, puis ils sont pris à quelque part. Donc, ça fait partie. Il ne faut pas juste se dire, bon, ils sont dans le bureau, ils ne veulent pas sortir. Non, il faut envoyer quelqu'un, voir s'ils sont vraiment là, les faire sortir, puis aller voir s'ils ne sont pas dans le bureau, ils sont où? Dans la salle de bain, ils sont tombés, etc. Donc, on est responsable de toutes les mesures d'urgence et de la formation aussi. La sécurité donne la formation incendie. Donc, il y a quelques employés dans un hôtel qui doivent être bien au courant de comment fonctionne un panneau d'alarme incendie. C'est des panneaux adressés, là. Donc, il y a beaucoup d'informations là. Moi, j'ai formé peut-être une centaine d'employés qui venaient d'arriver à l'utilisation d'un extincteur portatif. Parce qu'assez rapidement, je me suis aperçu que les gens ne savaient pas où se trouvent les extincteurs portatifs. Il y en avait partout, là. Il y en avait des centaines, puis ils commencent à en servir. Alors, donc, voilà. Pour te dire qu'on a beaucoup de responsabilités, c'est la place où il faut travailler quand on veut avoir du plaisir en sécurité. OK. Voilà. Excellent. Donc, ça nous donne vraiment une bonne idée du milieu puis à quoi s'attendre. Donc, c'est vraiment le but de notre entretien, Monsieur Mercier. Donc, l'émission tire à sa fin. Pourriez-vous, j'ai une question que je pose à tous les invités à Parlons Sécurité. Vous qui avez une bonne expérience, pouvez-vous nous nommer une action concrète qui pourrait être faite afin d'améliorer l'industrie de la sécurité québécoise? OK. Ben, je pensais à ça. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant des états généraux. À quoi ça ressemble des états généraux? Ben, tout le monde travaille dans son secteur. Hein. Il faut dire que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Ils travaillent, ils ont leur famille, ils ont d'autres occupations, etc. Il y a un syndicat, mais le syndicat s'occupe des conditions de travail, des salaires, etc. Il y a le comité paritaire aussi pour des gens qui ne sont pas syndiqués. Alors, tout ce beau monde-là pourrait se rencontrer. Les états généraux, c'est généralement une fois par année. Ce n'est pas improvisé. Il faudrait que ça soit préparé d'avance, un petit comité, etc. Il y a des associations d'agences de sécurité, etc. Donc, tout ce beau monde-là pourrait se parler, discuter évidemment, conditions de travail, des salaires, de la formation. Moi, je pense que ça prend une formation continue. Ce n'est pas suffisant d'avoir une formation de 70 heures, ensuite, paf, on est bon pour le restant de nos jours. Il faudrait qu'il y ait une formation continue qui se donne régulièrement. Ça peut être en premiers soins, ça peut être les nouveautés en sécurité. Alors voilà, je dirais que c'est L'apport qui une idée serait comme ça. Une idée oui. comme ça. Excellent. Bon, très intéressant. Donc, merci encore pour tout votre partage. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin à dire, des remerciements ou des salutations? Salut tout le monde.
Je dirais que le travail en sécurité, surtout le gardiennage, le danger, j'en ai parlé un petit peu au début, c'est la routine. La routine, c'est dangereux pour les gens qui travaillent dans le milieu, puis c'est dangereux aussi pour le public. Il faut faire bien attention à la routine. Moi, je dis toujours aux gens, faites pas toujours votre ronde de partir à 7 heures, puis là, varier. 7h moins 5, 7h05, 7h moins 10, 7h03, etc. C'est comme ça, s'il y a quelqu'un qui vous surveille, ben, il ne saura pas sur quel pied danser parce que vous n'êtes jamais à la même heure. Alors, si les gens qui chronomètrent, il fait son tour, puis là, ça lui prend 3 minutes de partir du point A et aller jusqu'au point B, j'ai le temps de faire mon coup. Mais là, il va être un peu, mais il ne saura pas quoi faire. Donc, la routine, c'est un danger. Pour travailler en sécurité, ça prend aussi de l'imagination. Il faut être créatif. Il faut penser comme un délinquant. Les délinquants, ils se réveillent à 3 heures du matin pour penser comment je vais faire pour voler, pour faire mon coup, pour frauder, etc. Donc, en sécurité, il faut avoir un peu pas pour préparer des coups, mais pour contrecarrer les agissements des délinquants. Donc, abat la routine et vive l'imagination et la créativité. Ah, C'est mon excellent. mot de la fin. Wow, c'est très bien. C'est excellent. Merci pour ces 2 conseils-là. Ces 3 conseils-là, en fait, M. Mercier. C'est vraiment apprécié. OK. Mon nom est Grésiel Lacharme. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous au 10-4database.com, qui est le site d'emploi réservé pour les agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre BSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.